Bon, Ti du Graphe, merci de participer à cette rencontre. Pour ceux qui ne connaissent pas le Graphe, je répète, je vais expliquer ce que c'est. Le Graphe est un club de directeurs d'hôpitaux qui est, dans lequel il y a les 3 AP, Paris, Lyon, Marseille, Saint-Étienne, Nice, Angers, Rouen, plus 2 hôpitaux non CHU, qui sont Sainte-Anne, Moulins, et 3, j'ai oublié, et Saint-Maurice. Voilà. On s'organise autour de 2 thèmes, 2 grands séminaires, ce qu'on appelle le séminaire des Alpes. Et depuis 3 ans, parce que j'étais avant à Pays de Marseille, on a voulu lancer l'idée d'un séminaire Méditerranée. On a choisi cet endroit-là pour traiter des sujets qui ne sont jamais hospitaliers. On ne traitera jamais la T2A, on ne traitera jamais l'HAS, Max Bernard, on ne traitera jamais... Par contre, on traitera de sujets qui préoccupent les hospitaliers. C'est-à-dire qu'on pense toujours à l'hôpital, mais on n'en parle pas. Et on a choisi ce thème innover et ou désobéir parce que je trouvais que c'était intéressant dans ce contexte-là de vouloir un peu essayer de passer une journée et demie ensemble sur ces réflexions. Et on a l'habitude au sein du Graphe de commencer toujours par une conférence inaugurale, par un monsieur qui vient nous parler, surtout pas de l'hôpital, voilà, et on vous expliquerait pourquoi. Et c'est donc l'objet de ce petit moment d'instance. Le programme, on vous le dira tout à l'heure. Il y aura cette année 2 grands témoins, vous, et je vous en remercie. Et puis Jacques Barrault qui arrivera demain soir pour nous parler de la constitutionnalité et de l'innovation. On va jouer ça. L'objectif du séminaire, c'est qu'à la fin de cette une journée et demie passée avec nous, samedi, vous puissiez avoir le souffle suffisant, les réflexions suffisantes pour repartir avec quelques, j'allais dire, principes qui conduiseront à l'action de tous les jours, de l'action du quotidien. Je voulais remercier, outre les Montpelliérains, les Niçois que j'attends avec impatience d'être là. Je regrette que Nîmes n'ait pas pu se joindre à nous, et c'est parce que peut-être ils n'ont pas CHU et qu'ils ont cru qu'ils n'étaient pas invités, alors qu'ils généralement sont là. Remercier des nouveaux, Ramiens, Nancy et Tarbes, qui nous ont fait l'honneur et l'amitié d'être là. Je vous dirai peut-être l'année prochaine, si c'est intéressant, peut-être qu'on vous verra. Et puis remercier l'ouverture qu'on a fait au privé. Alors Baxter, qui est toujours présente avec nous, puis il y a une autre entreprise qui devrait arriver demain matin, puisque l'objectif du Graphe, c'est aussi de, petit à petit, essayer de mettre dans les séminaires qui ne dépassent pas 30 personnes, parce qu'on veut faire ça peut-être en petit comité, de mettre des cadres du privé, des responsables du privé, en lien quand même avec la santé. Là, on n'aura pas Michelin, on n'aura pas Ron Poulenc, mais on aura des... Alors, pourquoi on vous a choisi? Alors, on vous a choisi d'abord parce que, je vous dis tout, M. Mallet m'a parlé de vous, parce que bon, je ne vous connaissiez pas avant. Et puis, en cherchant bien, vous êtes le monsieur chargé de l'innovation, Argus d'or de l'assurance, vous avez eu le prix de l'innovation commerciale de l'année 2010, vous avez eu le trophée d'or de l'assurance, vous avez été labellisé l'entreprise innovante, vous avez été labellisé jeunes entreprises par le ministère. Je n'ai pas fini parce qu'il y a une liste de 10 nominations. Vous êtes Monsieur Innovation. C'est parce que nous avons beaucoup désobéi. Voilà. Et puis, à titre personnel, ça m'intéressait parce que vous avez inversé un paradigme. Moi, j'ai fait toutes mes études économiques, pris dans l'atmosphère keynésienne ou dans la logique, voilà nos amis niçois qui arrivent, de Schumpeter, parce quand on est tombé jeune dans le bouquin Capitalisme, Socialisme et Démocratie, bien sûr, on a travaillé sur l'innovation. Et puis moi, j'étais parti dans les principes, c'est soit on consommait, soit on épargnait. Et vous allez nous expliquer qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois consommer et épargner, avec un sujet qui nous touche tous, un peu moins les jeunes qui sont dans la salle, un peu plus les anciens dont je fais partie, qui est le régime des retraites, puisqu'on en parle beaucoup, et vous apportez une innovation, on verra laquelle. Mais ce que je vous ai demandé, et je vous en remercie, c'est aussi de nous parler de la méthode. Quelle méthode vous avez choisie, quelles difficultés vous avez rencontrées, et notamment comment un jeune cadre brillant qui travaillait au Crédit Suisse, les Suisses n'ont pas tendance à avoir l'image de gens qui innovent beaucoup, vous êtes détaché pour vous retrouver dans ce nouveau paradigme que je vous fais l'amitié de vous présenter. Vous avez 30 minutes, on vous a expliqué.
pour à la fois discuter et lancer la discussion. Merci d'avoir participé à cette réunion. Merci à Bastien Ripert, parce que vous savez, le rôle des présidents, c'est toujours d'ouvrir la séance, mais ce n'est pas lui qui travaille. C'est le petit jeune là, qui a fait tout le boulot. Donc si c'est bien, on dira que le président a eu une bonne idée, puis si c'est mal, je dirais que ça a été mal organisé. Mais ça, les anciens le savent, comment on fait faire ça. Je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas le graphe, qu'il y a un grand principe, on ne porte pas de cravate. Donc merci. Je le dis pour demain, le principe c'est qu'on ne porte pas de cravate puisqu'on est là pour essayer de sortir et prendre du recul par rapport à notre vie quotidienne. C'est vrai qu'on est des hommes dans les hôpitaux, c'est vrai, on a tendance à porter ce type de costume. Merci, bienvenue au club et puis on vous écoute. Merci M. Segad et M. Ripert de m'avoir proposé de venir intervenir. Je suis très honoré de venir présenter Futuréo, qui effectivement c'est une jeune société, enfin, ce qu'on appelle une start-up innovante, qui propose une solution toute simple qui permet d'améliorer son pouvoir d'achat à travers ses achats chez un pool de commerçants qui finance en fait une générosité et qui derrière constitue un pécule complémentaire pour construire une épargne complémentaire pour la retraite. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter en quelques slides Futuréo et puis derrière éventuellement de commenter le processus d'innovation que nous avons essayé de suivre. Je dis on parce qu'on n'est jamais tout seul. Voilà, donc Futuréo est un service de micro-épargne grand public qui s'adresse à tout le monde, qui permet de transformer les dépenses quotidiennes, effectivement, en épargne retraite. À l'origine de Futuréo, il y a deux constats tout simples. Le premier, c'est que pour la majorité des Français et des Européens, il y a une prise de conscience généralisée qui se fait aujourd'hui dès 18 ans, que un centime est un centime. Le pouvoir d'achat aujourd'hui ou futur sous forme d'épargne, et on parle surtout du départ à la retraite, est une vraie préoccupation. Tout le monde sait aujourd'hui qu'au moment du départ à la retraite, il va y avoir une perte de pouvoir d'achat de 40 à 60% selon le régime dans lequel on s'inscrit. Je crois qu'il y a 22 régimes de retraite en France, donc on ne les détaillera pas ici, mais tout le monde est concerné, qu'on soit dans le privé, le public, professionnel, indépendant. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience. C'est la deuxième préoccupation financière des ménages après le chômage. Tout le monde se dit, si je suis au chômage, quand je serai à la retraite, oula, comment je vais faire? Donc, dès 18 ans, dès 25 ans, dès la fin des études, dès l'entrée dans la vie active, il y a 10 ans, c'était autour de 42 ans seulement que cette prise de conscience se réveillait chez la plupart des Européens. Le deuxième élément de constat, il n'a rien à voir, il concerne les enseignes de consommation qui ont toutes ce qu'on appelle les programmes de fidélité et qui sont à la recherche de nouveaux moyens pour faire ce qu'on appelle de l'acquisition et de la fidélisation client. Il faut toujours avoir plus de clients. Et quand on a ces clients, il faut toujours mieux les fidéliser pour les faire revenir. Ces grandes enseignes, en moyenne, ont 30% de leurs clients qui sont fidélisés, c'est-à-dire qui ont une carte de fidélité et à qui ils offrent des points, des miles, du revolving, etc. Mais ces enseignes sont soumises à la pression en fait, des consommateurs qui demandent à leurs enseignes d'aller beaucoup plus sur le terrain de la responsabilité, le crédit revolving en dette, les systèmes de points. Tout le monde sait qu'il faut, dans un programme de fidélité, parfois 10 ans pour atteindre le quota de points qui permettra d'obtenir un réveil matin s'il est en stock chez le fournisseur chinois. Bref, voilà, le grand public demande à ces enseignes, les consommateurs demandent aux enseignes de la responsabilité et des programmes de fidélité qui soient utiles et socialement innovants. Et de ces deux constats naît donc Futuréo, qui est une mécanique très simple qu'on a associée à l'acte de paiement. C'est une carte bancaire en fait, un petit peu comme une American Express. Il n'est pas nécessaire de changer de compte en banque. Elle se souscrit directement sur le site internet de Futuréo. Et cette carte permet de faire tous ses achats. C'est un moyen de paiement universel qui permet de faire ses achats en France, à l'étranger, sur internet, dans les réseaux physiques. Et chez aujourd'hui 1400 partenaires sur internet et dans les réseaux physiques que nous avons fédérés, il est possible de tenir entre 1 et jusqu'à 20% de remise, ce qu'on appelle un cashback. Et ces cashbacks s'accumulent au fur et à mesure des dépenses et derrière alimentent automatiquement un produit d'épargne
orientée vers la constitution d'une épargne complémentaire retraite. Alors bien évidemment, nous ne sommes ni une banque, ni une compagnie d'assurance vie, donc on s'appuie sur des partenaires techniques pour développer cette offre. En l'occurrence, il s'agit de Generali qui a accepté de produire pour nous un produit de micro-épargne qui permet d'accueillir des micro-flux et derrière bénéficier de la capitalisation. Voilà, donc en termes de promesses clients, les Français dépensent. Voilà, le budget moyen des ménages, c'est 30 000 €. Et en moyenne, on fait un tiers de ses dépenses avec une carte. C'est une moyenne, bien évidemment, mais sur une durée de 20 à 30 ans, c'est la possibilité pour les participants à ce programme de construire une épargne complémentaire qui va être comprise entre 20 000 et 40 000 €. Les commerçants financent et l'effet de la capitalisation permet de multiplier par 2 ou 3 en fait, cette promesse. 1 € obtenu aujourd'hui chez Fnac.com, par exemple, en fait 3 demain grâce à l'effet multiplicateur de la capitalisation du produit d'épargne. Et donc 20 000 à 30 000 €, c'est une somme importante puisque on prend 30 000 €, c'est la somme qu'un cadre en fin de carrière qui gagne 50 000 € va gagner comme pension de retraite. 30 000 €, c'est une somme importante parce qu'on dit que les Français achètent 3 voitures en l'espace d'une vie. C'est 2 Golf, c'est 3 Logan. C'est une somme qui est 2 à 4 fois supérieure par rapport aux minima sociaux en matière de retraite. Bref, c'est une vraie promesse qui est utile, un vrai complément de retraite et qui est permis de manière indolore grâce à ces achats et de manière totalement indépendante. Alors, à qui s'adresse Futuréo? En réalité, il y a un public très large. Le grand public, d'abord les 25-45 ans, là c'est la tranche d'âge dans laquelle on commence à prendre conscience de la nécessité de mettre en œuvre une solution d'épargne complémentaire. Et donc, on initie avec Futuréo un premier pécule qui permet d'ouvrir un produit d'épargne et derrière d'abonder et de construire une épargne. Les 45-55 ans, c'est une tranche d'âge ici où, en général, on a déjà commencé à épargner, à se préoccuper de ses vieux jours, de ses questions de pouvoir d'achat. Et Futuréo est ici d'une solution complémentaire. Et puis, on a des seniors qui, eux, bien souvent, ont déjà solutionné leurs problématiques d'épargne il y a bien longtemps, mais vont rentrer dans le système Futuréo pour épargner pour un tiers. Il est possible d'utiliser la carte Futuréo et de générer des remises, du pouvoir d'achat qui va être destiné à un enfant, un petit enfant, son épouse, etc. Bien évidemment, ces cibles se retrouvent dans l'entreprise, qu'on soit dans le privé ou dans le public. Donc ces personnes peuvent être des professionnels indépendants, des fonctionnaires, des salariés des grandes entreprises. Les salariés des grandes entreprises sont généralement dans le régime général des retraites. On sait que les indépendants, les commerçants, les artisans, certains fonctionnaires ont des régimes de retraite qui sont défavorables. Et donc, on observe dans nos clients aujourd'hui, dans nos membres, une partie importante de ces catégories. Donc, c'est vraiment une cible assez large. Alors, qui sont les enseignes? Puisque la mécanique Futuréo fonctionne exclusivement sur la contribution des enseignes. Sans ces enseignes, ça ne marche pas. Donc l'objectif pour nous est d'être positionné sur les principaux postes du budget de consommation courante. Les Français, le premier poste, c'est le budget alimentaire. Je crois que c'est 16 à 18% de la dépense annuelle qui est sur le budget alimentaire. Donc il faut des restaurants, il faut des supermarchés. Il y a le loisir, il y a le transport. Donc voilà, quand on loue une voiture, quand on est je ne sais pas, un commercial dans une entreprise qui se déplace beaucoup, on loue des voitures, on va au restaurant, on va à l'hôtel, il est possible d'économiser et d'épargner avec Futuréo. Quand on est une ménagère, on fait ses courses, on se déplace, il est possible d'économiser et d'épargner avec Futuréo. Et ce pool est en constant développement. Nous avons une présence importante sur Internet, mais encore un déploiement à faire dans les réseaux physiques. Nous n'avons pas encore de chaîne de station essence, par exemple. Mais c'est imminent. Voilà. Alors après, comment est-ce qu'on rentre dans le programme?
C'est très simple, hein, il y a un site internet. Et quand on s'inscrit, on reçoit une newsletter par semaine. La carte est gratuite la première année. Ensuite, il faut payer. Et puis, les points de vente participants marquent leur appartenance au programme avec des stickers qui sont à l'entrée des magasins que vous voyez ici. Et puis tout ça est animé avec les réseaux sociaux, etc. Alors effectivement, le programme a été extrêmement bien accueilli dans la presse, mais auprès de différents organismes comme Oseo, certains ministères, etc. Et voilà pour Futuréo. Voilà ce qu'est Futuréo. Et donc vous m'avez demandé de décrire un peu qu'est-ce qui se passe derrière, comment on est arrivé à ça. Et effectivement, ça ne se fait pas en 2 jours. Il y a d'abord une idée, mais ce n'est pas suffisant. On dit que sur 1000 idées, il y en a 100 qui sont mises en œuvre, et il y en a 10 qui réussissent. Nous, on est là. On est dans les 100, et c'est jamais acquis. Ça fait 4 ans, et peut-être qu'on réussira. Mais pour l'instant, la société se développe bien, elle rencontre le marché, il y a un nombre d'utilisateurs important, une vraie promesse, c'est-à-dire que la carte remplace la carte primaire, les montants de cashback obtenus sont importants, dans 70% des cas investis sur un produit d'épargne. Donc il y a vraiment une satisfaction des membres. Mais à l'origine, il y avait une envie d'entreprendre. Pour ma part, effectivement, je viens du monde du privé. Et une envie de travailler sur une préoccupation financière de vie assez large, quelque chose qui concerne le plus grand nombre, tout en associant le privé. Donc associer l'utilité économique et utilité sociale, on va dire. Donc c'est un petit peu de l'entrepreneuriat social, quelque part. Voilà pour les motivations. Il y avait, je pense, une recherche de sens et puis une envie d'entreprendre. Et je pense que c'est absolument nécessaire pour avoir quelque chose d'assez profond pour maintenir la flamme sur le long terme. Après, ça ne se fait pas tout seul. Nous sommes une quinzaine dans cette société. Nous sommes accompagnés par un grand assureur, par Mastercard, qui ont mis à disposition des effectifs importants pour lancer cette offre. On a trouvé assez facilement des financements. Non, c'est pas vrai. On n'a pas trouvé facilement des financements, il a fallu se battre et on se bat toujours. Mais il n'y a pas de banque à notre capital, il n'y a pas de fonds d'investissement. C'est un pool d'actionnaires physiques et c'est très important pour nous de rester indépendants. Puisque aujourd'hui on est très sollicité par certaines banques qui voudraient faire qui voudraient distribuer notre service, mais on souhaite rester indépendant. Ça ne veut pas dire qu'on n'acceptera pas d'être distribué par des banques. En fait, c'est notre intérêt pour que cette offre soit diffusée au plus grand nombre. Mais oui, il a fallu réunir une équipe, convaincre une compagnie d'assurance, convaincre une banque, fédérer énormément de personnes. Et innover, c'est effectivement pas seulement avoir une idée, mais avoir une vraie capacité d'exécution, fédérer, mettre du monde autour de la table, animer, et c'est là que ça se joue. 1000 idées, 100 mises en œuvre et 10 qui réussissent. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à peu près à l'angle que vous souhaitiez que je donne, mais peut-être que vous avez des questions et que je pourrais répondre beaucoup mieux aux attentes que vous avez. Quel est votre mode de rémunération hormis le prix des cartes? C'est un modèle multisource de revenus. Effectivement, la carte est payante à partir de la 2e année. Et ensuite, nous avons un partage de revenus avec l'assureur. C'est-à-dire dès qu'un contrat d'assurance est ouvert, il y a un partage de valeur. Nous touchons une rémunération. Et avec les commerçants, il y a un partage de valeur également, puisque quand un membre Futuréo fait une transaction chez un partenaire, nous touchons une commission d'apporteur d'affaires. On donne 80% au client et on garde 20%. Voilà, donc c'est un modèle multisource de revenus. Et si on peut parler de profil financier, c'est un modèle industriel. Il faut des masses critiques pour commencer
à avoir une autonomie financière. Donc il faut beaucoup de membres. De manière pragmatique, la carte, elle coûte combien d'années? 45 €, ce qui correspond à la cotisation moyenne des cartes bancaires en France. Voilà, c'est assez accessible. On n'a pas tellement de points en fait, de retour. Enfin, le prix est validé en fait par le marché. S'il faut l'ajuster, on l'ajustera. Mais il y a un coût de prestation en fait, d'une carte. Une grosse plateforme monétique. Futurio a développé une grosse plateforme technique en fait, pour développer cette carte. Bonjour. La base de l'innovation, il y a une transformation qui est importante. On évite transactionnel, mais on essaie de transformer. Et puis aussi, c'est important que le produit ou l'innovation, on sait difficilement le copier. Et donc, en quoi est-ce que votre idée est vraiment innovateur? Est-ce qu'il y a des produits similaires sur le marché? En quoi est-ce que vous vous différenciez par rapport à la concurrence ou à un concurrent potentiel, et en quoi est-ce que vous êtes vraiment innovateur avec ce produit? Est-ce que je peux compléter cette question? Moi, j'ai envie des précisions sur l'élaboration, sur la genèse de l'idée. Pourquoi, comment, qui, quelle a été l'étincelle et la réflexion, le brainstorming qui s'est établi dans le groupe. Qui étiez-vous d'abord et comment cette idée est née? Et puis après, en quoi était particulièrement... Je vais d'abord répondre à votre question et puis... Ouais. Alors moi, je viens du privé, j'ai un profil finance d'entreprise, j'ai travaillé dans un cabinet de conseil dans la finance d'entreprise qui s'appelle Deloitte. Voilà, j'ai fait de l'audit, j'ai fait de la finance d'entreprise. J'ai ensuite travaillé effectivement dans une banque suisse où je n'étais pas opérationnel, j'étais le Sherpa du CEO pour la France. Donc je faisais un peu ce que vous faites. Voilà. Ensuite, j'ai été directeur financier d'une start-up. Voilà. Donc, je suis allé dans la finance opérationnelle. Ça, c'est mon parcours professionnel. Mais j'ai toujours voulu entreprendre. Donc, j'ai toujours fait des tas de choses à côté. Et la notion d'universalité, en fait, a toujours été importante pour moi. Trouver des sujets qui fédèrent. Et je ne pourrais, pour me lever le matin, je ne pourrais pas vendre des yaourts, un produit fini. Voilà. J'avais besoin de travailler sur quelque chose qui fait sens et qui concerne le plus grand nombre. Ça, c'était mon besoin, on va dire. Et puis, un jour, j'ai découvert le microcrédit en lisant j'ai surtout lu l'autobiographie de Mohamed Younous, qui est l'inventeur du microcrédit. Et dans son livre, il explique son chemin, son histoire et le modèle économique. Le microcrédit, il faut savoir qu'on prête des tout petits montants et le taux d'intérêt, c'est 20%. Cher. Et ce sont des petits montants, et donc pour l'opérateur, derrière, il faut gérer. Donc il y a des coûts administratifs qui sont importants. Je ne comprenais pas quelle était la logique globale. Et il y en a une, je ne vais pas la détailler ici, mais voilà. Et donc, Mohamed Younous a toujours travaillé il est parti du constat que la pauvreté était un vrai sujet dans son pays et qu'il fallait donner accès à des financements pour une mère de famille qui a une machine à coudre. Si elle n'a pas de bobine de fil, elle ne peut pas produire sa première chemise, etc. Donc, on donnait des petits financements pour acheter une bobine de fil, faire une chemise, et voilà. Et ça a été un outil qui d'ailleurs s'est déployé mondialement. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était vraiment quelque chose de très engagé. Et parallèlement, j'ai découvert aux États-Unis une initiative qui s'appelle You Promise et qui a 30 millions de membres aujourd'hui et qui permet aux Américains en fait de construire une épargne complémentaire pour le financement des études à travers les achats. Et donc, de ces deux constats,
You Promise, quelque part, on s'en est inspiré dans les mécaniques, mais pour l'appliquer à une préoccupation financière de vie bien française, bien européenne, le financement des retraites. Et donc du pouvoir d'achat immédiat, puisque c'est intimement lié. Mais évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Donc j'ai été chercher des professionnels des médias, de la finance et de l'épargne, de la communication, et aussi, on va dire, de l'univers conso/consumer pour les programmes de fidélité. Donc aujourd'hui, nous avons toutes ces compétences à bord. Nous avons l'ancien patron d'AG2R La Mondiale, par exemple, qui est à notre board, et différentes personnalités en fait, qui nous accompagnent sur ce projet. Voilà, donc je ne suis pas tout seul. De toute façon, ça ne marcherait pas. Il faut construire une équipe. Voilà. Maintenant, différenciation, barrière à l'entrée. Donc on s'inspire dans les mécaniques d'un concept américain. Voilà. On va dire qu'on a, en termes de barrière à l'entrée, on a principalement un gros temps d'avance. Et on a des relations particulières avec le monde de la consommation. Voilà, sur Internet, on a tout le monde, de Price Minister à Fnac.com en passant par Monoprix.fr, etc. Mais c'est particulier. Dans les réseaux physiques où ont lieu 90% des transactions cartes, et donc c'est là qu'il faut être pour maximiser la promesse d'épargne pour les utilisateurs. Là, on cherche à avoir une dizaine d'enseignes, pas plus. Et on leur donne une exclusivité. Et ça, c'est une sorte de barrière à l'entrée. Et en échange, on a une exclusivité réciproque et ils s'interdisent de le faire avec un éventuel concurrent. Après, Futuréo, enfin, la mécanique s'appuie sur la technique du cashback. Je dépense 100 chez un commerçant qui accepte de me redonner 5%. Ça, c'est un marché qui existe en France, mais qui est tout petit et qui est circonscrit aux achats Internet. Nous, on a rajouté une brique épargne, donc on est sur une promesse enrichie, on va dire, et en plus de ça, on s'inscrit dans le physique, voilà, d'où la carte de paiement. Donc voilà comment on se différencie par rapport à des mécaniques existantes. Et du côté des enseignes, parce que c'est elles qui financent, là, on n'a rien inventé non plus. Elles cherchent toutes à offrir des incentives à leurs clients pour les remercier. Donc c'est des points, des miles, du revolving, etc. Et là, c'est de l'euro sonnant et trébuchant qui fait des petits et qui en plus leur permet de s'inscrire dans l'univers de la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc on est parti de briques existantes et on a repositionné en fait tout ça. Derrière, il y a une plateforme technique qui permet en fait à un commerçant de rentrer très facilement dans le système sans développement informatique chez lui. À l'inverse d'un American Express qui va demander à un commerçant de télécharger un petit applicatif informatique sur son système de caisse pour que la carte American Express soit reconnue. Nous, il n'y a rien du tout. On a un partenariat avec la banque chez qui on a un certain nombre d'informations qui nous permet d'identifier une dépense sur un point. Voilà, c'est un peu technique, mais voilà, donc il y a différents points, un temps d'avance, des exclusivités et j'ose dire des hommes clés voilà, qui animent tout ça. Et enfin, certains modules de la plateforme technique sont brevetés. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet ici. Ce n'est pas ça qui nous... Donc, et pour aller plus loin, en fait, au tout début, on avait une peur monstre des banques et des assureurs qui font des cartes, qui font des produits d'épargne. On se disait, ils peuvent faire la même chose. En réalité, ils n'ont pas les enseignes et ils n'ont pas cette culture consumer. Et on dit souvent qu'il est facile de copier une idée, mais pas un process. Et nous, on a mis au point un process justement pour récupérer des flux, les accumuler, les envoyer sur un produit d'épargne. Et il y a des contraintes quand même juridiques et techniques qu'il a fallu contourner. Voilà. Moi, j'ai une question. Vous êtes passé de l'idée, vous avez eu une envie, vous avez fait un pari. C'est ça votre process.
Vous considérez que vous aurez réussi votre pari quand? Est-ce que vous avez fixé un objectif de dire Jamais. Jamais. Non, je plaisante, mais il y a une première étape qui a été la mise en marché. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, il y a des utilisateurs qui s'inscrivent, qui utilisent, qui génèrent des économies dans des proportions relativement importantes. Hein. On a des utilisateurs, les économies générées annuellement vont de 1 à 1 200 €. Donc voilà, en fonction de l'application dans le système, on économise plus ou moins. Derrière, dans 70% des cas, ils investissent sur le produit d'épargne. Et ça va même plus loin, une fois sur deux, ils font un versement additionnel de leur propre poche sur le produit d'épargne parce qu'ils souhaitent vraiment construire une épargne complémentaire. Et c'était ça l'enjeu au départ, c'était de proposer une solution d'épargne complémentaire, indolore, avec une vraie promesse pour le grand public, et que les marchands aient un intérêt à financer. Et pour eux, c'est un programme d'apport d'affaires, de fidélité, etc. Ils ont une exclusivité. Voilà, donc tout ça fonctionne, on va dire à petite échelle, mais ça ne s'arrête jamais. Maintenant, l'enjeu, c'est de le diffuser massivement en France et pourquoi pas en Europe. On est sollicité par d'autres pays. Dans quel délai je peux récupérer ma cassette, dirait Molière? L'argent est disponible à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de l'investir sur le produit d'épargne. En réalité, vous cumulez des économies, il faut atteindre un seuil. Et une fois que ce seuil est atteint, vous demandez soit un chèque, ou alors on le vire sur votre compte, ou alors on le met sur le produit d'épargne. Et une fois qu'il est sur le produit d'épargne, là c'est pareil, vous arbitrez en fonction de la fiscalité du produit, vous restez ou vous retirez. Mais l'argent est disponible à tout moment et ça c'est un principe très important qu'on a souhaité appliquer dès le départ. Et le seuil de... Alors, 100 €. En moyenne, les membres l'atteignent entre 3 et 4 mois. Voilà. Il faut 3 à 4 mois de dépenses moyennes, quotidiennes, pour atteindre ce seuil. Voilà. Et en réalité, ce seuil a été défini justement par une contrainte technique, parce que, liée à l'assureur qui n'accepte pas des montants inférieurs à 100 €, sinon ça lui coûte plus cher de traiter ce flux plutôt que de l'intégrer. Voilà. Donc, oui, il y a une partie première phase de succès, mais il faut aller plus loin. Est-ce qu'il y a une limite supérieure je peux acheter une voiture, par exemple, je sais pas. Très bonne question. J'en achète plusieurs. Et à l'inverse, est-ce qu'on peut toucher les économies en achetant du pain? Aujourd'hui, non. Parce qu'on paye rarement sa voiture avec une carte, à cause du... Ouais, sauf si vous avez la Super Amex, enfin la Super Infinite, Platinum, etc. Mais techniquement, en fait, c'est possible. Voilà. Mais on n'a pas encore développé ce type d'accord. Voilà. Oui, simplement, en vous écoutant, très intéressant. En fait, c'est très innovant, notre histoire. Mais pourquoi c'est innovant? En fait, pour moi, ça interpelle, c'est une question absurde, hein, c'est une question provocante. En fait, dans la démonstration, au départ, vous avez dit, moi, mes clients potentiels, c'est un peu la jeunesse. Ils pensent à 20 ans à leur retraite. Autrement dit, ça me rappelle, ça, Mallet, c'est très bien à quoi je fais allusion, réforme des retraites en France, manifestation dans la rue, et vous aviez des gamins de 13, 20 ans qui manifestaient pour parler de leur retraite. Déprimant. Ok? Donc vous avez repéré là. C'est pas un sujet sexy, je l'accorde. Attendez, je continue. Hein. Donc autrement dit, c'est des mauvais réflexes, c'est un peu amoral, c'est un peu désespérant de parier sur des jeunes gens. C'est ça, en ça d'ailleurs c'est très innovant, puisque vous utilisez les mauvais réflexes de l'humanité. Le deuxième sujet, c'est une des raisons de votre mécanique, c'est le consumérisme. Autrement dit, dès le départ, vous incitez à la consommation et vous incitez à l'épargne. Et là, vous allez créer une nouvelle génération qui ne seront plus, vous savez, les fonds de pension, c'est les personnes retraitées, c'est des gens comme moi. Et vous savez qu'ils sont à l'origine de pas mal de difficultés du monde dans la sphère financière, puisque vous êtes un financier. Et là, vous allez créer une nouvelle génération, la jeunesse, qui détruit
l'économie mondiale à travers la haute finance. Voilà, ma question est provocante. Hein. Ouais, Mais bien évidemment, c'est un arrangement avec votre morale. Vous inquiétez pas. Plus sérieusement, est-ce que vous avez pensé être hébergé ou pas? Apparemment, vous avez pris un assureur, vous avez pas, c'est une start-up, vous avez été dans ce processus, et vous n'avez pas à chercher, vous avez tout de suite trouvé une liaison, une relation immédiate avec un assureur qui vous a en fait permis de vous développer, de vous créer, de vous développer. Alors que vous auriez pu très bien passer par un process classique sur les pépinières d'entreprise qui sont souvent hébergées, parce que vous me faites penser à 2 jeunes que j'ai rencontrés récemment et qui développent, alors cette fois-là dans les hôpitaux, un produit qui est un peu la conciergerie à l'hôpital, et qui sont en relation avec les commerçants. Et votre idée pourrait très bien s'articuler avec ces jeunes-là. Et eux ont choisi d'être hébergés dans une pépinière d'entreprise à Paris qui s'appelle Paris Biotech. Alors, Mais la question est provocante. Hein. Vous n'êtes pas obligé de répondre. On en a vu des bien pires. Je vais essayer de répondre à tous vos points. On n'est pas du tout dans la haute finance, etc. On est dans l'économie concrète. Et c'est un retour, enfin vraiment aux choses concrètes. 2, oui, c'est un peu le mariage de la cigale et la fourmi en apparence. Mais en réalité, on n'incite pas à dépenser plus pour épargner. On dit, modifie ton comportement de dépense et tu pourras épargner. Parce que les enseignes que l'on propose, ce n'est pas toutes les enseignes de la Terre. C'est dans chaque secteur d'activité, certains des concurrents, certains des acteurs qui ont des exclusivités. Donc, par exemple, les chaînes de station essence qu'on n'a pas encore, mais qu'on travaille au corps et qui vont finir par rejoindre. Demain, vous irez, je ne sais pas, chez Talto plutôt que PB. Voilà, parce que vous allez savoir que vous allez épargner là-bas. Mais il faudra modifier votre comportement de dépense si vous êtes un habitué de PB pour aller chez Talto. Donc on ne dit pas dépenser plus pour épargner. Il y a des règles à jouer, il y a des règles à respecter en fait dans ce système, il faut modifier ses comportements de dépense. Mais voilà, la dépense, effectivement, la dépense moyenne de la carte annuelle est 20% supérieure aux dépenses des cartes bancaires en France, mais c'est parce que nos membres arbitrent pour ce moyen de paiement. Voilà. Ensuite, on n'est pas une filiale de Generali. Et Generali n'est qu'une brique. Ils ont fait un produit en marque blanche et nous, on le distribue. Donc, on est complètement indépendant. On n'est pas passé par les pépinières, mais on a trouvé des ressources. On est une société qui a levé de l'argent. Vous l'avez évoqué à un moment. Oui, on s'appuie en fait sur des expertises techniques, mais en fait, on distribue des produits, mais on est indépendant capitalistiquement. On est indépendant. On a eu différentes formes d'aide, il y aurait pu y avoir de la pépinière, mais il y a eu l'équivalent. Voilà, mais aujourd'hui, on est une société qui... voilà, on est une quinzaine, on a nos locaux, et ce sont des prestataires techniques, mais on souhaite rester indépendant de ces prestataires techniques parce que demain, là, les flux de cashback vont sur l'assurance vie, on peut très bien enrichir l'offre demain et l'envoyer sur un livret ou sur un livret développement durable. Enfin, voilà, donc on n'est pas... maqué à Generali. Je ne sais pas si je réponds. Joël, vous êtes vertueux. Oui, c'est vertueux. Ça, c'est formidable. Mais on a essayé d'être le plus raccord possible dans l'exécution avec l'ambition, enfin avec le souhait de départ. Vous avez fait vos études chez les Jésuites? Comment le savez-vous? Je ne suis pas d'accord avec toi, il cultive ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Tu peux consommer, tu épargnes. Alors oui, c'est un vrai jésuite. Mais là, en l'occurrence, je trouve que ce n'est pas jésuitique, c'est au contraire. Non, mais ça fait du bien à l'économie parce que tu consommes et ça fait du bien à l'économie parce que tu épargnes. C'est un triptyque gagnant. Enfin, l'utilisateur, il y a une vraie promesse, il a besoin de construire une épargne complémentaire ou d'utiliser le pouvoir d'achat immédiat. Le marchand, parce que c'est quand même lui qui finance, pour lui ça fait sens, parce que plutôt que de donner des points ou du crédit revolving, il va être sur quelque chose qui ne lui coûtera pas plus cher et il pourra en plus revendiquer en fait son engagement. Moi, enseigne, je t'aide, client, à épargner pour ta retraite, ou etc., etc.
Et le groupe Flow, par exemple, ce sont les restaurants Hippopotamus, Table à Pizza, Taverne de Maître Canter, etc., Bistrot Romain, participent au programme. Donc il y a presque 300 restaurants. Au lancement, enfin quand ils ont rejoint, il y a 2 ans et demi, ils ont communiqué en presse sur le thème de l'engagement. Voilà. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez combien de clients? Alors aujourd'hui, il y a 30 000 clients. 30 000. On est live depuis 18 mois. Il y a une phase de mise en marché assez longue. Et comment? Ça va de 25 à 45 ans, avec CSP assez large. CSP assez large en fait. Voilà. Alors, on est sur du 55-45, mais pour nous, il y a un biais parce qu'il s'agit de souscrire une carte de paiement. Et en général, pour souscrire un service financier, c'est un constat, hein, c'est l'homme qui est référent dans le couple. Donc ça fausse nos stats, mais du point de vue de la consommation, oui, c'est surtout les femmes qui utilisent les cartes de fidélité, etc. Donc on ne sait pas trop. Voilà. Et les catégories socio-professionnelles? On est aujourd'hui légèrement en moyenne au-dessus du revenu médian des Français, mais on a une dispersion très large. Et on a énormément de professions médicales, enfin, d'infirmières, de brancardiers, d'ambulanciers et des fonctionnaires, enfin, voilà, de la fonction publique, enfin, des administrations. Étonnamment. Non, pas de question, mais un témoignage, parce que si Marc est là ce soir, c'est parce que nous en avons parlé il y a quelque temps avec Jean-Paul et proposé qu'il vienne expliquer Futuréo. Et je vais compléter la partie, alors il n'y a pas de provocation dans ce que je vais dire, pour faire plaisir à Guy. Et en réalité, tout à l'heure, Marc a dit que le président du conseil de surveillance, je ne vais pas dire le nom, bien que ça ne pose aucun problème, c'est l'ancien directeur général de la G2R, la mondiale, qui est quelqu'un de très attaché au paritarisme et qui est membre du CRAPS et qui un jour me dit, m'explique, et il me dit, est-ce que tu serais d'accord de rencontrer les responsables de Futuréo? Nous avons déjeuné ensemble, et il m'a expliqué, et avant qu'il ait fini, j'ai trouvé l'idée géniale. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de la retraite, mais j'ai suivi quand même depuis 40 ans tous les problèmes de la retraite, et l'évolution de la retraite, mais c'est la première fois, ça s'intègre bien dans la soirée, qu'on pensait à financer une partie de sa retraite sur de la consommation. Il fallait déjà y penser. Et à tel point qu'aujourd'hui, nous avons, non pas parce que je ne voulais pas que ce soit le CRAPS en tant que tel, mais nous avons monté un cabinet conseil à côté du CRAPS pour justement diffuser la carte Futuréo. Parce que je crois profondément qu'elle sera... Il y a déjà des systèmes de retraite complémentaires. Je pense à l'après-fonds, à plein d'autres. Mais sur la consommation, des surcomplémentaires, mais sur la consommation, personne n'a eu cette idée-là. Et je trouve que c'est quand même génial, parce que ça ne retire rien. Alors quand je ne rentre pas dans le débat, c'est cette génération qui paye pour celle du futur. Je connais tous les arguments pour ou contre. Sauf que sur la consommation, on se fait soi-même sa propre retraite. Une partie. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de génial. Et nous avons testé auprès d'un certain nombre de personnes. Et pour l'instant, il n'y a pas une seule personne qui nous ait dit c'est une idée de fou. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Et nous sommes en train de travailler en profondeur pour la diffuser très largement. Voilà, je voulais dire. Je n'avais pas de questions. Moi, vous avez devant vous des décideurs publics en majorité, même des décideurs privés. Dans votre rencontre avec l'administration, quel est votre meilleur souvenir? Quel est votre plus mauvais souvenir? En 2 mots, l'administration vous a aidé, puisque
Quand vous avez eu cette idée, vous avez mis des bâtons dans les roues. Qu'est-ce que... C'est une très bonne question. Non, globalement, on n'a pas vocation à... Enfin, le système des retraites en France, c'est l'État-providence, etc. On n'a pas vocation à tout casser. On est une solution individuelle complémentaire. Voilà. C'est pareil pour les programmes de FID. On n'a pas vocation à se substituer aux programmes de fidélité des enseignes. On vient seulement les enrichir. Et donc, dans les administrations, oui, globalement, à haut niveau, c'est très, très bien accueilli. Voilà. L'idée est très très bien accueillie. Voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus, parce que je pense qu'effectivement c'est intellectuellement stimulant et dans les administrations, il y a hauts profils. Après, en tant qu'entreprise, qu'entrepreneur au quotidien, il y a des réalités administratives et là on est comme les autres. Il faut se battre pour aller chercher ses subventions, amener sa petite boîte de chocolat pour obtenir un différé de paiement. Enfin voilà, donc voilà. Mais globalement, oui, l'idée a été continue. Quel est votre interlocuteur, le ministère des Finances? On en a... Oui, on a été voir les différents cabinets, différents ministères, enfin, commerce et artisanat, économie, voilà. Vous n'avez pas vu les organisations syndicales? Si. Monsieur Mallet est un syndicaliste de profession. Non, si, bien sûr, on voit on a une approche quand même assez, vous avez employé le mot paritaire tout à l'heure, enfin, on n'est d'aucune obédience, quoi. C'est un sujet qui est censé rendre service à la collectivité. Voilà, donc on n'a pas de sujet là-dessus. Est-ce que c'est un concept qui peut se développer au niveau européen et être des échanges? Oui. Oui, parce que la problématique du pouvoir d'achat... Et la retraite, c'est une problématique européenne. Exactement, mais c'était notre constat de départ. C'est-à-dire que chez les Européens, il y a 10 ans, on commençait à mettre en œuvre une solution d'épargne complémentaire, donc un contrat d'assurance vie, un livret, à 42 ans. Aujourd'hui, la prise de conscience, elle se fait dès la sortie des études, dès l'entrée dans la vie active. Voilà, donc le problème du financement des vieux jours, c'est pas un sujet nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la prise de conscience. Voilà, et ça, c'est une problématique européenne, enfin même mondiale, à mon avis. Mais voilà. Et le produit existe dans d'autres pays? Aux États-Unis. Mais pas en Europe. Donc vous êtes la seule en Europe? On est les premiers. Il y a des acteurs qui font du cashback uniquement. Voilà. Ce concept n'existe pas dans un on est les premiers. Mais je pense qu'on va être suivis. On va être suivi, c'est sûr. Vous ne pouvez pas la verrouiller, l'idée ici? Vous n'avez pas déposé de brevet? Si, on a une... en fait, vous ne pouvez pas la verrouiller complètement. Mais pour l'opérer derrière, enfin, on a présenté une idée ici, elle est intellectuellement sympa, machin, etc. Mais l'exécution derrière est très complexe. Et on a mis au point une plateforme technique dont une partie est brevetée qui permet d'opérer ce système, de récupérer des microflux chez les enseignes, pouf, les traiter, les envoyer sur un produit d'épargne. Cette partie-là est plus complexe qu'elle en a l'air parce qu'il y a des enjeux juridiques. Voilà, donc c'est ce process en fait qui est compliqué. D'autres ont essayé. Voilà, donc, mais j'espère qu'il y aura d'autres. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est peut-être encore un peu tôt, mais comment est-ce que vous allez continuer à innover? En continuant à désobéir? Non, alors, je pense qu'il y a plusieurs manières d'innover. On peut innover au sein d'un grand groupe. Il y a ceux qui montent des startups. On peut innover au sein d'un grand groupe. On peut innover en améliorant un processus. Voilà. Voilà, nous, moi j'ai monté une startup, mais aujourd'hui on a une équipe et au quotidien elle améliore les process, les machins, etc. Donc on innove tous les jours, on rajoute des fonctionnalités pour, par exemple, un exemple, quand on a lancé pour obtenir du cashback sur monoprix.fr ou voyage SNCF ou fnac.com, il fallait se loguer sur futureo.fr d'abord pour être reconnu et obtenir son cashback. Il fallait traquer.
on a développé un petit applicatif qui aujourd'hui permet d'être reconnu directement quand vous allez sur Fnac.com. Voilà, donc c'est pouf, on vous le rappelle immédiatement. Donc c'est des petites choses comme ça dans les parcours clients, dans le, voilà, qui permettent de rendre complètement indolore, et c'est l'idée dès le départ. On se plug sur un usage existant, c'est l'acte d'achat. Et l'idée, c'est d'avoir, j'épargne sans m'en rendre compte en fait. Voilà, donc tout ce qui peut être mis en place dans les parcours clients, voilà, donc c'est un travail d'enrichissement de tous les jours. Vous connaissez le montant du fonds constitué chez Generali? Le capital, c'est ça qui a été constitué? Oui. C'est énorme. Ce que je peux vous dire, c'est que sur nos 30 000 clients, 70% d'entre eux ont ouvert un produit d'épargne avec 100 €. Là-dessus, il y en a la moitié qui, sur leur cycle de vie, ont remis un deuxième 100 €. Donc c'est l'apport indolore des marchands. C'est l'apport indolore des marchands. Et sur cette population-là, il y en a la moitié qui ont décidé de faire ce qu'on appelle un versement libre programmé, c'est-à-dire d'abonder de leur propre poche avec des tout petits montants. Parce qu'on a construit un produit voilà, où je mets 25 € par mois. Voilà, et la moitié en fait, des gens qui ouvrent le produit d'épargne avec le cashback décident, sans qu'on les sollicite outre mesure, d'abonder leur propre poche. Voilà. Donc c'est très efficace. Mais je vous laisse faire le calcul. Oui. Ah ouais, bon, d'accord. Okay. Et si Generali gère mal son fonds, alors, est-ce que vous avez une responsabilité ou pas? Nous, on est... Ok, on a un statut de distributeur. Il y a écrit Futureo partout, le produit s'appelle Futureo Vie, mais on est courtier d'assurance en fait sur ce volet d'activité. Mais c'est Generali qui gère le produit et c'était un choix dès le départ de s'appuyer sur un professionnel en fait du secteur. Pareil sur le volet carte, c'est Mastercard, mais c'est Generali qui est responsable. Voilà. Ce sont des produits, je suppose que l'investissement se fait sur des produits fiables. Il y a une partie dite en euros et l'autre dite en unité de compte, donc dynamique ou risqué. Enfin, voilà, et le client choisit en fait son panachage, donc il peut être en fully sécuritaire, mais il peut prendre un peu de risque, c'est-à-dire aller sur des supports dynamiques avec l'espérance de gagner un petit peu plus. Et donc il y a un rendement garanti en fait sur ce produit. Voilà. C'est une solution individuelle. Voilà. Un modèle comme ça où chaque fois qu'on est dans un hôpital public, il y a une forme de petite capitalisation, reversement qui permet de gagner des points utilisables pour la chambre particulière ou pour le journal, le petit déjeuner. C'est ce que je viens de dire à Joël. Joël, c'est pour la retraite de Joël. Une partie de la retraite constituée, ce sera... Non mais derrière ça, c'est comment est-ce qu'un hôpital public demain peut entrer dans un programme de fidélisation et de capture. Un de vos collègues a fait la même chose, mais en jouant sur l'humanitaire, en disant quand je passe par, je m'arrête dans un carrefour donné, une grande surface, je peux arrondir au centime et je fais l'humanitaire. Absolument. Alors, on est sur le, entre guillemets, le business de la contribution marginale, l'arrondi au centime supérieur, les microflux, machin, etc. Et là, il y a deux options, c'est je le fais pour ma pomme ou je le fais pour une cause. Et effectivement, toutes les enseignes vont proposer de le faire pour sauver les phoques en Alaska, stopper l'avancée du désert, etc. Mais enfin, je vais pas être sympa, mais elles font ça pour s'acheter une conscience. Même les banques qui proposent ça, ce sont des produits qui ne marchent pas. Il y a très peu de flux. Et la réalité, en fait, les études le montrent, c'est que les consommateurs, enfin en tout cas aujourd'hui un centime est un centime, préfèrent épargner pour lui-même. Voilà. Mais effectivement, l'objet de l'épargne et de la contribution est juste différent, mais ça fait appel aux mêmes mécaniques. Voilà. Est-ce que vous avez consulté la CNIL? Parce que je vois bien, là, il y a des profils de consommateurs derrière. Après, il y a probablement des analyses, du marketing, enfin. Et est-ce que dans la CNIL a été intervenu dans cette affaire? On a fait plus que la consulter, on s'y est conformé. Puisqu'effectivement, nous récupérons des données nominatives.
Pour souscrire à la carte, il y a des données nominatives. Pour souscrire à un produit d'assurance vie, il y a des données nominatives. Et en plus, on sait tout ce que ces gens dépensent. Donc, il faut faire des déclarations CNIL, à mon sens. Il y a des traitements. On traite, pour pouvoir identifier une dépense d'un membre sur un point de vente, il faut utiliser des données qui viennent de ces datas de paiement. Et là, on est dans l'univers du secret bancaire. Et voilà. Donc, il y a un engagement entre Mastercard, nous, les commerçants, et nous, vis-à-vis du client, de ne pas utiliser ces données. Voilà. Donc, vous vendez les fichiers? Non, on peut pas le faire. On n'a pas le droit de le faire. Et on ne le fait pas. Oui, c'est la non-question de Guy qui me fait penser à l'observation de Jean-Paul. Et c'est l'employeur qui peut passer un accord avec les organisations syndicales. Parce que c'est l'employeur qui peut prendre l'initiative. Nous avons proposé cela au niveau d'un département à ERDF, qui a testé auprès d'une organisation syndicale majoritaire. Et la réception a été excellente. Maintenant, c'est plutôt le problème du niveau où la discussion se fait. Parce que le directeur territorial est d'accord, mais son directeur régional a dit « mais attends, il faudrait peut-être qu'on essaye d'harmoniser les choses ». Mais les retours syndicaux, moins de quelques organisations syndicales, on va parler au nom de toutes, mais sont plutôt excellents. Et effectivement, on a autour de nous un réseau d'agences immobilières, par exemple, qui a une problématique de turnover, de fidélisation de ses salariés. La population de commerciaux, voilà, qui a un travail un peu ingrat, qui tourne beaucoup, et qui a fait appel à nous, en fait, pour proposer la carte Futuréo à ses salariés. Et dans le cadre d'une opération de marketing ou de communication interne, en fait, visant à travailler sur la marque employeur, en tout cas l'engagement de l'employeur vis-à-vis des salariés. Et donc, l'entreprise a offert la carte Futuréo à ses salariés. Voilà. Et ça permet de travailler sur la politique sociale. Enfin, c'est un levier et on est sollicité par des entreprises sur ce type d'approche. C'est assez intéressant.